Finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans le monde de l'émotion, quoi. Tu veux attendre un bébé alors que t'es un homme, bah oui, après tout, si t'en as envie, si ça te fait plaisir, on est souvent gangréné par cette manière d'être, de toujours être dans l'émotion. Et ça, je pense que finalement, ça nous empêche de chercher la vérité. Bonjour à tous, bienvenue sur Impact. Impact, c'est le podcast de ceux qui agissent. Et aujourd'hui, ça tombe très bien parce que nous recevons Camille Renard, présidente des Éveilleurs. Les Éveilleurs, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui organise des conférences, des événements et des vidéos pour éveiller la conscience populaire. Et à travers cet entretien, vous découvrez les raisons pour lesquelles Camille s'est engagée et toute l'action, l'étendue de l'action des Éveilleurs à travers elle. Alors, vous le savez, sur Impact, on se développe de plus en plus. C'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires aussi que nous lisons et auxquels nous réagissons régulièrement. N'hésitez pas à partager nos entretiens à vos proches. Ça nous aide évidemment pour avoir de la visibilité et avoir des invités prestigieux comme Camille aujourd'hui. J'en profite également pour remercier notre partenaire Epopée. Epopée, vous le savez, c'est la plateforme de vidéo à la demande des amoureux de la France. On parle souvent de valoriser le beau, le bien et la vérité. C'est tout trouvé, epopéfilm.com. Je vous souhaite un très bon entretien et je vous dis à très vite. Donc Camille, merci d'avoir accepté notre entretien. Avant que tu nous racontes un peu justement la vision des Éveilleurs, est-ce que tu peux nous raconter, nous dire comment toi, voilà, t'en es arrivé à t'engager justement aux Éveilleurs? C'est venu Qu'est-ce après. qui t'a motivé? Oui, en fait, on a vraiment fait partie de la génération Manif pour tous, parce que ça vient Bien quand même sûr. de là, les Ah oui, Éveilleurs. oui. Et Ben non, j'ai pas le droit de demander. J'allais dire, t'avais quel âge? Mais c'était à quel moment de ta vie, la Manif pour tous? enfin, j'avais 20 ans. Ok. J'avais 20 ans, j'ai été à la fac. Ça a été une année incroyable parce que j'avais du temps. On a peu d'heures de cours, on est en fac d'histoire. Donc j'ai eu beaucoup de temps cette année-là. Et du coup, on s'est engagé vraiment à fond, quoi. On passait nos soirées, enfin même nos journées à tracter, à coller. Enfin, voilà, ça a été une année assez extraordinaire. C'est fou, hein, j'ai l'impression que ça a vraiment suscité... Alors, il y en a chez qui c'est retombé malheureusement, mais d'autres dont tu fais partie qui ont gardé justement cette flamme. Mais j'ai l'impression que la Manif pour tous a vraiment suscité pas mal de vocations et a vraiment mobilisé toute une jeunesse autour de la question effectivement de la famille nucléaire, quoi, en réalité, et de la défense de ce concept-là de la famille comme bastion de défense contre les agressions extérieures. Ah bah carrément. Enfin moi vraiment pour moi c'est le déclic. Ouais. C'est la Manif pour tous et c'est le fait de me dire en fait c'est un combat qui a été perdu parce que à la fin on a fait des manifs pendant un an et à la fin on a politiquement perdu. Millions de gens qui se sont déplacés dans la rue, hein, c'était impressionnant, c'était incroyable d'ailleurs. C'était hyper impressionnant. Jamais eu autant depuis des décennies une telle mobilisation, quoi. Transpartisan en plus, qu'il y avait des élus de tous les bords, de tous les partis de droite, hein, majoritairement évidemment, et surtout qu'effectivement c'était beaucoup de familles, des enfants, voilà, c'était très très joyeux, très mobilisateur. Enfin, c'était vraiment la nation, quoi, en fait, qui se mobilisait. C'était hyper enthousiasmant. Enfin, c'est vraiment ce que j'en ai retenu et malgré la défaite politique, où souvent, je trouve que les combats qu'on a menés, on les a souvent perdus. Politiquement, on a souvent beaucoup perdu. Tu dis on, c'est qui? La famille, je sais que nous, nos premières manifs, puis les manifs pour la vie, on sait que vraiment politiquement, on a rarement gagné quelque chose. On a souvent, au contraire, on a souvent carrément perdu. Puis là, aujourd'hui, quand je dis on, c'est ma génération, c'est notre famille, mon mari et moi, tout ce qu'on fait ensemble, quoi. Et à quoi tu penses que cette défaite, elle est due, ces défaites politiques? Je pense que
Je pense qu'on a mis longtemps à droite à comprendre que le combat des idées, il était important. Et on l'a un peu laissé de côté. Et surtout, j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas, que on a souvent peur. Moi, je le vois au boulot. Quand on est de droite, on n'ouvre pas notre bouche, quoi. Enfin, ouais, on n'ose pas le dire, ouais. On n'ose pas l'assumer. On n'ose pas l'assumer parce qu'on se dit, voilà, enfin, on se sent pas légitime. Souvent, on se sent pas très légitime. Et ça, moi, je le ressens moi-même dans mon quotidien, quoi. Que c'est vrai que parfois, je me tais parce que y en a 10 contre moi, parce que on n'a plus du tout les mêmes repères. Voilà, donc c'est parfois très compliqué. Étant donné qu'il n'y a plus d'enjeu électoral là à court terme, j'ai l'impression que le sujet de la bataille culturelle revient. Et en fait, quand on parle de bataille culturelle, certains pensent à l'art, au cinéma, etc. Mais pas du tout. En fait, c'est toutes les strates de la société. Ouais. Toi, tu parles de bataille d'idées, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire de pouvoir dire, assumer d'être de droite, assumer d'aimer la France, assumer d'être passionné par son histoire, etc. Assumer d'avoir des mœurs conservatrice, même si évidemment ce n'est que l'ordre naturel, et bah finalement c'est de plus en plus difficile, même si la nouvelle génération elle l'assume. Et donc ce constat-là, bah, c'est ce qui nous a d'ailleurs ce qui a fait perdre la Manif pour tous et puis les autres combats. Mais j'ai l'impression qu'il y a un inversement, notamment grâce à vos travaux aux éveilleurs. Ah oui, et puis je pense que le combat, enfin je trouve que là où le combat est compliqué aujourd'hui, et notamment avec la Manif pour tous, et puis mais plein d'autres combats, c'est que on a l'impression qu'on est obligé de défendre des évidences, ce qu'on avait peut-être moins à faire avant. Donc forcément, on est obligé de se former, d'aller chercher des arguments parce que ce qu'on doit défendre, c'est hallucinant. Enfin, c'est incroyable de devoir défendre que un enfant ça vient d'un homme et d'une femme, que la vie on doit la défendre de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Enfin, c'est des trucs qui sont tellement naturels que je pense que c'est aujourd'hui on comprend, notre génération a compris que non, c'était pas évident. Et qu'il fallait être capable de le défendre, d'y réfléchir, de débattre, pourquoi pas, et voilà, et d'assumer aussi que oui, la nature, c'est quelque chose, c'est pas rien, il y a quelque chose dans la nature qui est à défendre, parce que je pense qu'il y a 15 ans, personne n'aurait imaginé que non, un homme pouvait pas être enceinte. Ça n'existait pas, personne ne l'aurait pensé. Et aujourd'hui, il faut expliquer que ce que dit le planning familial, il faut expliquer à nos enfants, déjà, que ce que propose le planning familial, c'est pas la vraie vie, voilà. Donc je pense que notre génération, elle a à comprendre ça et à le défendre, ces évidences, quoi. Ouais, on sent vraiment comment je dirais, la genèse de ta volonté d'agir, en fait. C'est-à-dire que ce constat qu'effectivement, même s'il existe des vérités absolues, bah, finalement, on vit dans un monde tellement... l'inversion des valeurs dont parlait Nietzsche. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un tel renversement des mœurs que finalement, ce qui semble évident ne l'est plus du tout, et que les dogmes l'emportent sur la réalité. Et donc cette injustice-là, toi, te bouleverse et à la racine en fait de ton engagement. Donc une fois que tu fais ce constat, qu'est-ce qui se passe chez toi? Alors une fois qu'on a fait que j'ai fait ce constat-là, il y a eu dans notre vie est rentré les éveilleurs parce que on habitait pas loin, donc on allait aux conférences. Et puis il y a eu toute la genèse que sont les veilleurs au départ où on s'assied sur des pelouses et on écoute des textes et est-ce qu'on n'a pas péché quoi. justement par les veilleurs, ceux qui applaudissaient comme ça Est-ce qu'on n'a pas péché justement par total, je dirais, pas naïveté, je dirais pas ça, parce qu'il y a quand même une mobilisation, mais un certain côté très pacifiste absolu, quoi. Parce qu'on le voit, hein, quand il y a des manifs de gauche, ils cassent tout et ils gagnent des batailles. Et quand il y a des manifs entre guillemets conservatrices ou de droite, bah, finalement tout le monde se réunit, c'est super, mais à la fin il se passe pas grand-chose. Mais à la fin on perd. Oui, c'est vrai. J'appelle pas à la résurrection, parce que à la confrontation, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas, est-ce que finalement il faudrait pas durcir le ton, quoi, justement? Je crois pas. Enfin, moi, justement, en tout cas, j'ai vu dans les veilleurs, au départ, et après dans les éveilleurs, mais vraiment, les veilleurs, ils ont compris que la déception immense de millions de Français qui voyaient qu'ils s'étaient battus, il y avait des gens qui avaient dépensé des centaines et des centaines d'euros toute l'année pour faire venir leur famille, leurs enfants, etc., qui étaient mobilisés intellectuellement, mais vraiment physiquement pour venir. Et il y avait quand même quelque chose qui disait... Attention, on a perdu ce combat-là de la rue,
Mais le combat, le combat de nos âmes n'est pas perdu. Et aujourd'hui, et justement, c'est là, je pense que c'est là où les veilleurs, en tout cas moi, ont éveillé quelque chose en moi, c'est de dire, il y en avait qui allaient casser du CRS à la fin des manifs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait toujours dans les vidéos. La fin de la manif pour tous, c'est terminé. Ou il y en a qui ont lancé des pots de fleurs et ça restait une minorité. Mais elle nous a fait comprendre à nous que il fallait qu'on se forme et qu'il fallait qu'on réfléchisse et que pourquoi on avait perdu ce combat-là peut-être à ce moment-là, c'est que en amont on n'avait pas gagné le combat des idées. Et en fait, une loi quand elle arrive comme ça et qu'elle bouleverse tout, elle vient des années avant. C'est exactement là où je voulais qu'on aille. C'est exactement ça. Tout à fait. En fait, ce combat-là, on l'avait pas mené. Et bien sûr que les générations de nos parents ont fait des choses, ont fait des tas de choses, et de nos grands-parents aussi. Mais je pense que ces combats-là, ils les ont pas vus venir. Et du coup, peut-être que il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation. Il y en a eu, mais ils étaient trop peu à voir qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait changer, qui allait. C'est débile, mais les manifs anti-Pax quand on était tout petit, c'était déjà probablement un peu le début de ce qui allait mener vers le mariage pour tous. Et la mobilisation, elle a été ce qu'elle a été, mais après, il n'y a pas eu vraiment de travail, je pense, suffisamment de formation, un travail intellectuel, d'idées, je pense qu'on n'a pas vu venir. En tout cas, pas suffisamment. Et que la droite n'a pas mené, surtout. C'était des groupuscules, en fait, qui menaient ce combat-là. Mais politiquement, qui a mené ce combat-là, je sais pas, j'en vois pas, en tout cas. Oui, la conquête de l'opinion publique, en fait. Ouais. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je faisais exprès, justement, de mettre en perspective à la fois le côté action physique qu'il y a pu y avoir, même si c'était évidemment une minorité, et en même temps la mobilisation qui était quand même très populaire. On l'a vu notamment lors des manifestations. Et donc, le juste milieu pour réussir à transformer l'essai, c'est forcément là où je voulais en venir, c'est-à-dire à cette histoire de bataille politique, de bataille culturelle, mais comme tu l'expliquais, qui est un travail de longue haleine en réalité. C'est pas au moment où l'événement advient qu'il faut justement porter les stockades, parce que si derrière on n'a pas fait tout le travail en amont, ça sert à rien, et on le voit d'ailleurs dans les élections également, malgré la situation politique en France. Donc, constat effectivement qu'il y a besoin de mener un combat de compréhension, un combat intellectuel, un combat dans les mœurs, un combat dans l'opinion publique, de réussir justement à faire changer les mentalités pour que le jour où va advenir des événements majeurs tels que la Manif pour tous, on soit capable d'avoir en fait finalement des sortes de défense immunitaire. En fait, c'est ça dont la droite manque aujourd'hui. Donc comment après tu mets ça comment tu crées la dynamique à partir de ce constat? Aux éveilleurs? Ouais, notamment. Là, on parle de toi pour l'instant. Après, on va passer sur les éveilleurs. Mais parce que là, on en était justement à ton arrivée chez les éveilleurs. Petit à petit, ta prise de fonction après en tant que présidente. Ouais, c'est-à-dire que du coup, nous, quand je dis nous, c'est que c'est une décision qu'on a prise avec mon mari. On s'est mariés en 2015 et donc là, on voit que les éveilleurs, c'est une idée c'est une super idée. Ça manque d'avoir ce format-là où on va à des conférences avec des gens qui ont quelque chose à nous apporter, des experts, des gens qui influencent le débat public et puis des gens qui vont aussi nous donner envie de s'engager. Donc on va à toutes les conférences, et puis on se manifeste, on dit, on va voir les fondateurs, notamment Benoît Sevilla, et puis on dit, nous, en fait, on est hyper fans du concept, on voudrait venir, quoi. On veut vous aider, on veut participer à ce projet incroyable. Et du coup, on y arrive assez vite. Notre première soirée où on est bénévole, c'est une soirée avec l'Incorrect qu'ils avaient organisée avec l'Incorrect sur Débranchons mai 68. Ah oui, voilà. Oui, je me rappelle très bien, tout à fait. Oui, à l'époque, déjà, ça a été les prémices de l'union des droites. C'était un peu le fil d'Ariane de l'événement, effectivement. Et je me rappelle très bien, ouais. Et c'était de dire, on est 50 ans plus tard. Quel est le bilan et comment aujourd'hui il faut reconquérir les idées, quoi. Donc
Donc voilà, donc des personnalités inspirantes sont venues. Il y avait Charlotte Dornelas, il y avait Marion. On a reçu ici. Ouais. Et Ludovine de la Rochère aussi, allez voir l'entretien. Effectivement, on a reçu le papa, Jean Sévilla, pour la partie historique et compréhension des nouveaux leviers d'influence politique. Enfin, voilà, toutes les personnes que tu cites, on a eu la chance de les recevoir. Donc allez-y, je vous le dis, petit aparté. Je ferme la parenthèse. En effet, je vous confirme, c'est très intéressant. Non, mais c'est dire les gens que vous recevez justement et la nécessité de faire émerger effectivement des intellectuels, des penseurs de la droite, quoi. Oui. Et donc voilà, au départ on est juste bénévole et puis progressivement on est vraiment rentré dans le bureau et on a participé vraiment à l'organisation des soirées et vraiment avec au cœur l'idée que on pouvait pas ne rien faire, quoi. Que on avait après voilà, on a eu la chance nous de se marier jeunes, d'avoir des enfants jeunes, donc évidemment que du coup l'énergie elle est là, on a la vie devant nous, quoi. Donc, mais c'est fort, parce que là vous avez 4 enfants, ce que je disais en introduction, faut avoir le temps, l'énergie, la volonté, donc c'est beau, quoi, comme engagement. Ouais, mais je pense que justement, en fait, je pense que c'est aussi le fait de venir d'une famille de 8. Et entraînement difficile, guerre facile, comme on dit. Voilà, c'est-à-dire que déjà on sait que plus on est, plus le combat est facile à mener, déjà. Et puis, moi, je l'ai vu. Moi, j'ai été extrêmement admiratif de mes parents qui, malgré les 8 enfants, le travail de militaire où t'es absent plusieurs fois par an, plusieurs mois. Et je pense que déjà ça, l'engagement de nos parents et notamment de ma mère dans la famille et toute l'énergie qu'elle y a mise, je crois que ça nous a vraiment donné l'envie de nous aussi nous engager, quoi. De se dire en fait le combat il peut être juste dans sa famille et il est déjà extraordinaire, mais c'est une petite nation, c'est la première nation, voilà. De la famille et elle est hyper importante, c'est d'ailleurs vraiment la cellule essentielle. Je crois vraiment que si on réussit avec notre famille, on a déjà gagné quelque chose pour la nation tout entière. Mais voilà, donc du coup je sais que ça nous a donné beaucoup d'énergie à chacun de nous, vraiment. Je crois que tous mes frères et sœurs ont cette petite flamme comme ça, mais qui est née vraiment au sein de la famille, quoi. Donc on n'a pas le droit de rien faire, quoi. C'est hyper intéressant, effectivement, ce côté transmettre en valorisant et en faisant en sorte que les nouvelles générations... C'est vraiment une conception, je trouve, assez spirituelle même, de cette idée qu'après nous viendront d'autres, et en fait, on s'inscrit dans une longue chaîne de transmission qui est celle de la France, et c'est beau la manière dont tu en parles. Avant qu'on rentre sur le concret de ce que c'est les éveilleurs, alors on a compris évidemment qu'il y a des conférences, etc., mais tu pourras nous en dire plus en ta qualité de présidente. Est-ce que finalement, et là c'est un peu une question, je dirais, dans l'air du temps, comment tu réussis donc à réconcilier en termes de vision, donc cette vision un peu plus traditionnelle, et dans un monde qui lui pour le coup prône la mondialisation et le multiculturalisme, voire même le cosmopolitisme? Je pense que le fait de savoir d'où l'on vient est super important. On peut pas grandir, je pense, en voulant faire une révolution permanente et en voulant tout bousculer. Voilà, on vient de quelque part, on vient de notre famille déjà, et on s'inscrit évidemment dans une histoire qui est encore plus grande que celle de notre famille, mais auquel notre famille a participé. Et que je pense que du coup la transmission de ce que nous ont donné ceux qui nous ont précédés et la base de nous, notre assise, et être conscient que l'héritage qu'on reçoit, il nous appartient pas. C'est pas nous qui décidons de quoi on hérite. Mais du coup, on n'a pas le droit de dire, du coup, cet héritage-là, je vais pas le transmettre. Non, l'héritage, il est notre socle qui nous permettra à notre tour de construire quelque chose. Ça, j'en suis persuadée. On a besoin d'hériter pour transmettre, et la transmission. J'aime bien la définition de François-Xavier Bellamy quand il dit qu'est-ce que c'est qu'être de droite finalement. Et il dit en fait être de droite, c'est avoir l'humilité de regarder
dans ce qu'on a, dans ce qui nous a été transmis, ce qui est bon à transmettre à notre tour. Et je crois que ça me va comme définition. Je trouve que c'est une définition vraiment intéressante et qui correspond en tout cas à ce que je veux transmettre, moi, à mes enfants, à mes élèves et à travers les éveilleurs aussi. Excellent. Donc ça pose vraiment, oui, effectivement, la question de la compréhension de ce que nous sommes, de ce que nous recevons et du devoir pour les futures générations de transmettre cette culture formidable, cette identité formidable qui est celle de la nation, qui est en fait la nation de la grande famille. Parce que tu parles beaucoup de la famille du premier cercle en réalité. Je crois que c'est mon grand-père qui disait en fait la nation... c'est pour ça on disait Le Pen, le peuple, parce qu'en fait, il disait la nation, c'est le seul bien de ceux qui n'ont rien, en fait. Et c'est le meilleur trait d'union entre les Français par rapport à cette transmission et à cette identité. Cette définition que tu donnes, elle est extrêmement pertinente. Donc, ce besoin de transmettre et de valoriser quelque chose qu'on a reçu, parce que c'est la meilleure façon de créer les conditions d'une civilisation pérenne et sereine. Mais donc, du coup, comment cette vision-là, qui revient de plus en plus en force, on le voit, au pèlerinage de Chartres, c'est de plus en plus compliqué de réussir à avoir des places. Il y a plus de 30% de l'année dernière par rapport à, de l'année d'avant par rapport à cette année, de nouveaux convertis. On voit même sur les réseaux sociaux un engagement de la part de la jeunesse, une sorte de réaction à mai 68. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est mai 68 ? On parlait justement de cet événement. Mai 68, c'est la négation de tout ce qui est la transmission. C'est la création d'un homme nouveau, toujours basé sur le concept des Lumières. C'est la révolution. L'homme à partir de lui-même, donc on supprime la transcendance et évidemment la présence de Dieu, le Père créateur. Et on se dit qu'en fait, partant de là, l'homme définit sa propre vérité. Sa propre vérité, c'est de fait de pouvoir avoir des enfants entre personnes homosexuelles, c'est de fait de pouvoir se définir comme table basse ou comme chien, chat ou que sais-je, parce qu'on a les cheveux bleus et que c'est comme ça qu'on se définit, et que du coup on contorsionne la réalité et les autres doivent se soumettre à notre pathologie, et j'emploie le terme volontairement, plutôt que l'inverse, plutôt que le monde qui dit non, là t'es en dehors du fonctionnement normal d'une société civilisée pour le coup. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, d'aborder ces questions de tradition que vous défendez beaucoup avec les intellectuels que vous invitez chez les éveilleurs, parce que est-ce que finalement c'est pas la meilleure façon de répondre à toute cette j'allais dire chienlit, mais à tous ces mots MAUX de la société moderne? Si, je pense que c'est exactement ça. Et finalement, aujourd'hui, on est vraiment dans le monde de l'émotion, quoi. Tu veux attendre un bébé alors que t'es un homme, oui, après tout, si t'en as envie, si ça te fait plaisir, tout. De toute façon, on voit tout, mais même nous-mêmes, on est souvent gangrénés par cette manière d'être, de toujours être dans l'émotion. Et ça, je pense que finalement, ça nous empêche de chercher la vérité. En fait, l'émotion, elle est bonne, évidemment. Je dis pas que toutes les émotions sont mauvaises, mais je pense qu'il faut la raisonner et elle peut pas être le moteur de justement de l'éducation, d'une vie en société. Ça peut pas être le moteur. Sinon, on se regarde le nombril toute la journée, quoi. Tout à fait. Ouais. Je disais, je crois qu'il y a une maxime assez connue, un homme, ça s'empêche, on dit souvent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée qu'évidemment qu'on a des pulsions primitives, évidemment qu'on a des envies, des émotions, comme tu dis, mais en fait, une civilisation, c'est la capacité de structurer, d'organiser et de se projeter indépendamment de ses émotions. Autrement, nous sommes que des animaux en réalité. Est-ce que l'animal, il répond à une pulsion, à un instinct? À l'homme, c'est beaucoup plus que ça. Oui. Donc... Et d'ailleurs, je pense que le christianisme a beaucoup fait justement pour border un peu justement toutes nos pulsions, etc. Et pour civiliser notre manière d'être au monde. Et puis il nous donne aussi cette force de se dire que le combat d'ici-bas, il est gagné là-haut. Donc voilà. Mais je pense que les valeurs chrétiennes dont on est héritier en France, quoi qu'on veuille en dire, mais voilà. C'est évident, un fille née de l'église, ça sort pas de nulle part. Il suffit de regarder n'importe où dans la rue, regarder une église, une cathédrale, tout le fondement de notre société tourne autour évidemment
de la culture chrétienne. C'est ça, et elle a vraiment elle nous a ordonné par l'architecture, par l'histoire, par les grands saints qu'on a eus. Je pense que tu le constates parce que chez les éveilleurs, évidemment, vous adressez à tout le monde, mais vous voyez que c'est les jeunes qui sont de plus en plus actifs, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol en fait général de cette société effectivement consumériste, il y a une overdose de dopamine, une overdose de j'ai accès à tout le temps, tout de suite, etc. Et que ce retour effectivement à la fois qui est d'un pilier fondateur, si ce n'est consubstantiel au génie français, qui est la foi catholique. Justement, comment ça s'inscrit dans votre démarche? Comment tu perçois ça, cette nouvelle population? Et c'est vrai que je pense que cette overdose, elle a rendu la jeunesse hyper triste. Et je pense que ça a été le révélateur absolu, ça a été le Covid. Oui, ça a été terrible, et notamment pour la jeunesse. Et en même temps, on expliquait que les jeunes, ils n'avaient pas vécu la guerre et qu'il fallait quand même pas exagérer. Et c'est vrai, ils ont vécu des choses autrement moins traumatisantes. Mais je pense que pour eux, ça a été le moment où ils se sont rendus compte que finalement, à part leur téléphone, ils avaient rien. Et ça, je pense que voilà, il y a eu, tout ce taux de dépression chez les jeunes, etc. C'est carrément révélateur de la tristesse de la jeunesse. Un gros traumatisme. Ça a été un énorme traumatisme. Et je pense que on se rend compte du besoin, en tout cas, qu'ont les jeunes, qu'à toute la société, mais qu'ont les jeunes parce que, comme tu dis, c'est les jeunes qui vont agir. Donc c'est la jeunesse qu'il faut réveiller. Donc voilà. Et je pense que cette jeunesse, on s'est rendu compte en tout cas que cette jeunesse, elle avait soif et soif d'aimer en fait. On se rend compte quand on a juste son téléphone et qu'on regarde des vidéos en permanence, et on a l'impression d'être occupé, d'occuper notre esprit, mais finalement on n'aime personne, on n'aime rien. Et en fait c'est un besoin de l'homme, pour le coup c'est un besoin naturel d'aimer, on est là pour aimer quelqu'un, et pour faire vivre ce qu'on aime, et voilà. Donc je pense que il y a un manque de repères. Ouais, il y a un manque de repères, et on est là, et toutes les associations de jeunes qui se sont montées après sont là aussi pour donner des repères et pour dire attendez, venez vous bouger avec nous, on va faire des trucs quoi. Et que ce soit dans le patrimoine, dans la culture, dans le débat d'idées, dans la politique, je pense qu'il y a plein de choses à faire, et que là il y a la jeunesse s'en rend compte, et je pense que le fait qu'il y ait aussi des conversions à tour de bras chez les jeunes, c'est aussi qu'ils ont trouvé un trésor. Le christianisme, c'est un trésor incroyable quand on l'a découvert, et que on se dit mais voilà, déjà typiquement quelqu'un m'aime. Là je vais être baptisé, mais je sens la puissance incroyable de Jésus qui m'aime. C'est un cadeau incroyable. C'est un trésor inouï, et ça donne des ailes quand même, je pense. En tout cas, moi, je sais que personnellement, ça me donne des ailes pour avancer. Déjà parce que je sais que le combat là-haut, il sera gagné, et ça, évidemment, c'est une chance incroyable de le vivre, mais que du coup, voilà, ici-bas, on a plein de choses à faire, quoi, et qu'il faut faire vivre ce trésor d'espérance qu'on a en nous, quoi, et qu'on a reçu comme cadeau, parce que pour le coup, vraiment, moi, c'est un donné, quoi. J'ai grandi dans une famille catholique, j'ai cette chance incroyable, quoi. Et je sais pour le coup, du coup, que j'ai ce devoir, en tout cas, de le faire rayonner à ma petite place, mais dans mon entourage, dans mon boulot, dans ma famille, avec mes amis. Mais ça, je sais que c'est ce qui me fait avancer dans la vie, quoi. Oui, puis comme tu disais, il y en a qui l'ont reçu comme toi, par exemple, et qui ont grandi dedans, et qui, du coup, ont cette ferveur en eux. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, qui l'ont redécouvert. Parce que c'est un peu le drame aussi, ce que disait Driss Ghali, qu'on a reçu ici, c'est qu'en fait, cette génération doit tout redécouvrir, en réalité. Parce qu'il y a tellement une rupture avec mai 68 qu'en fait, on doit tout recomprendre, et comprendre la foi catholique, comprendre la spiritualité. Ça a été mon cas, hein, quand je me suis marié. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais j'ai vraiment vécu une reconversion, si je puis dire, très forte.
J'ai compris que Dieu m'aimait à ce moment-là. Et depuis, c'est ce qui me porte dans mon combat de tous les jours pour la nation et pour mes enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette génération-là, en manque de repères, redécouvre en fait la foi. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un formidable facteur d'action dans cette génération-là. En tout cas, moi, je vois que, enfin, je pense que tu vas me dire ce que tu en penses, mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un vrai potentiel d'engagement et qu'en fait, ils ne demandent qu'une chose, c'est de redécouvrir leur histoire, de redécouvrir leur spiritualité, de redécouvrir ce qui font d'eux des Français. Et tu parlais du Covid, de se redécouvrir entre eux. Parce que l'être humain est un animal social, c'est ce qui fait sa force. Le Covid a cassé les individus dans ce qu'ils sont parce qu'ils ont créé de la distance. Et en fait, la nécessité, et du coup, on va revenir à l'action concrète des éveilleurs, c'est là où je voulais en venir justement. Comment, maintenant qu'on a fait ce constat-là, les carences, les besoins, les inspirations, comment on en arrive à une action concrète? C'est quoi les éveilleurs? Alors, les éveilleurs, c'est une association qui organise des événements, des conférences ou des événements un peu plus gros parfois, pour faire vivre le débat d'idées au service du bien commun. C'est ça le principe, quoi. Comment vous choisissez vos intervenants et vous organisez vos conférences? Alors, on a une petite équipe où chacun peut donner ses idées. Alors, on a chacun nos rôles définis dans l'association, mais chacun a voix au chapitre. Quand voilà, en fait, on se rend compte que on n'a pas une ligne, on ne sait pas exactement dans 4 mois qui on va interroger. Enfin, si dans 4 mois, oui, mais on ne sait pas sur une année exactement qui va être interrogé. On n'est pas suffisamment organisé peut-être là-dessus, mais vous faites en fonction de l'actualité. Voilà, aussi. On fait en fonction de l'actualité, en fonction de voilà, il y a une figure qui a écrit un livre. Le livre est super intéressant, connu ou pas connu en fait, parce que c'est aussi l'objectif des éveilleurs, c'est aussi de mettre en lumière parfois des gens qui sont pas sur les plateaux télé toute la journée, mais qui ont quelque chose à dire. Bah, c'est ce que je dis en introduction justement, c'est que on s'est connus parce que tu as bien voulu m'interviewer pour parler de nos différentes activités de production enracinée et voilà, grâce à vous, grâce à l'action des éveilleurs, ça nous a donné accès à un public aussi, donc c'est formidable. C'est c'est la preuve parfaite justement de votre action. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est évidemment qu'on a besoin que des gens, voilà, qui sont plutôt, qui sont plus connus, etc., viennent, parce que quand c'est des politiques, bah, ils sont très connus de fait, voilà. Mais voilà, donc dans l'année, alors quand c'est des années politiques, bah on essaye d'organiser un événement politique ou 2 parfois. Et dans les années justement où il n'y a pas d'élection, on en profite pour dérouler vraiment toute une réflexion plus culturelle, peut-être plus enracinée en fait, parce que voilà, de cet enracinement ça va nous permettre aussi de mener un combat politique évidemment. Donc voilà, donc on a toutes sortes d'invités. On fait donc à la fois des conférences et on fait aussi des entretiens vidéo de temps en temps. Depuis 2015, donc depuis la création, même si toi tu es en fonction depuis 1 an comme présidente, mais tu es dans l'écosystème depuis longtemps, quel événement vous a particulièrement marqué et est-ce que tu aurais une anecdote un peu croustillante, un peu marquante à nous raconter? Pour moi, vraiment l'événement le plus marquant, c'était le grand oral des candidats l'année dernière. Parce que c'était... dire un peu plus, ouais, qu'est-ce que c'était exactement pour ceux qui ont pas suivi? Oui, donc le grand oral des candidats, c'est on a invité les 3 cadors de la droite, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal et Jordan Bardella, à venir présenter leur programme pour les élections européennes et puis plus profondément quels étaient vraiment leurs combats politiques de droite. En tant qu'homme de droite, parce que voilà, quand même l'espérance des éveilleurs aussi, c'est qu'un jour il y ait une union des droites. Ça c'est génial. C'est notre espoir. Donc l'année dernière. Oui, c'est l'intérêt commun qui prime en réalité. Exactement. Donc ça, nous, ça a été un événement énorme parce que moi, c'était mon premier gros événement où j'étais présidente. Donc il y avait un enjeu évidemment, un stress. Puis il y avait du monde, hein, c'était quand même colossal. C'est quoi comme événement? 1000 personnes, c'est pas mal. Hein, donc ouais, c'était bon voilà, c'était vraiment un événement extraordinaire.
Et en même temps, il y avait tout l'enjeu de la sécurité. Enfin, c'est ça aussi dans les événements, surtout les événements politiques. On se rend compte que évidemment, on prépare le contenu, on passe évidemment beaucoup de temps à préparer le contenu, mais que derrière, il y a vraiment des enjeux de sécurité, d'organisation, d'événementiel vraiment pur et dur qui prennent énormément de temps. Et comme on est tous bénévoles, évidemment, voilà, il faut trouver du temps et parfois le temps on l'a pas. Donc ça doit pas être simple de manager des bénévoles. Ouais, mais ça c'est ce qui est génial pour le coup avec les éveilleurs et que je trouve extraordinaire, c'est que on trouve toujours des bénévoles, mais parfois on en trouve presque 100. L'année dernière, il y en avait énormément. Et c'est pas des gens qui font partie du bureau. Donc c'est des gens qui s'inscrivent et qui ont envie de s'inscrire dans cette histoire des éveilleurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait les éveilleurs, c'est pas juste notre petit bureau. Les éveilleurs, c'est tous ceux qui sont venus intervenir aux éveilleurs, c'est tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre pour que les événements fonctionnent, tous ceux qui nous donnent des contacts. Enfin, pour moi, c'est ça la famille des éveilleurs. C'est vraiment c'est tout un tas d'acteurs qui parfois n'ont même pas l'impression d'avoir agi, mais qui ont été là au bon moment et qui ont fait que ça a fonctionné. Et puis tous ces petits jeunes bénévoles là qui sont en polo, c'est hyper réjouissant parce que pour le coup c'est vraiment la relève. Donc ça doit faire du bien au moral de voir. Ça doit rendre un petit peu optimiste dans une actualité très morose et effectivement parfois des cul-de-sac politiques, de voir justement cette jeunesse qui se bouge, qui se mobilise et qui agit. C'est ça, qui agit. Et puis parfois c'est vraiment pour un rôle extrêmement ingrat. Enfin, ça va être d'être devant la salle pendant que tout le monde s'amuse à l'intérieur et voilà, avec son petit brassard. Et donc parfois vraiment les rôles sont ingrats et ils reviennent. Et on se dit, c'est quand même beau de voir que cette jeunesse-là, elle est prête à donner de son temps, même s'il sera pas reconnu. Personne n'a su leur nom ce jour-là et ils sont là pour que ça marche. Et ça, vraiment, moi, ça m'impressionne vachement. Je me rends compte que finalement, il faut être capable, il faut apprendre aux jeunes à savoir donner de leur temps. Parce que on a tous plein de trucs à faire. On a tous des bonnes excuses pour rien faire. Et voilà. Et du coup, de donner l'envie aux jeunes de même le temps d'une soirée, aller quelque part pour donner de son temps, je trouve ça hyper réjouissant, quoi. C'est génial, ça donne envie en tout cas. J'espère que ceux qui nous écoutent, et là, je le dis, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, c'est pas une question d'âge. Donc, tous ceux qui ont cette vitalité en eux, n'hésitez pas à rejoindre les éveilleurs parce que voilà, vous voyez les conséquences et l'ambiance qu'il y a chez eux et ça donne envie. Tu vas pas couper l'anecdote, il va falloir que tu me la donnes. Oui, l'anecdote. Quelle est ton anecdote la plus marquante? Attends, faut que j'y réfléchisse là. Bon, alors, on va le faire dans l'autre sens. Tu vas d'abord me donner ton anecdote la plus, je dirais, un événement qui a été, je dirais, qui vous a demandé de vous réadapter. Je pense notamment à un invité avec qui un événement qui a été annulé au dernier moment. Ça a dû être un peu compliqué à gérer. Donc, tu peux peut-être nous raconter ça et après, en contrebalancier, nous raconter un truc un peu sympa, marrant, croustillant, quoi. Que tu fasses plaisir un peu à ceux qui nous écoutent, qui aient un truc à se mettre sous la dent. Je suis très mauvaise pour raconter les croustilles. Donc en septembre, en octobre, on devait recevoir Marguerite Stern, qui a donc écrit Transmania, qui raconte comment l'idéologie transgenre s'est construite et quels dégâts elle fait. Bien sûr, avec des transitions, des gens qui subissent des opérations chirurgicales, etc. Et des traitements hormonaux, tout ça, quoi. Et évidemment, toute la défaillance psychologique, quoi, je dirais, toute la perte de repères. Ouais. Et alors, donc, c'est un livre qui est très dur. Pour l'avoir lu, c'est assez dur parce qu'on se rend compte vraiment des méandres vraiment sinistres de ce monde-là qui souffre, en réalité. Bien sûr. Je crois qu'il y a un homosexuel sur deux, enfin, j'ai homosexuel, c'est au sens large, évidemment, qui se suicide. C'est énorme. Il y a un vrai malaise, quoi. Il y a un vrai mal-être énorme. Un vrai mal-être, oui. Et je pense vraiment une profonde tristesse dans cet univers. Mais donc voilà, donc on devait faire venir Marguerite Stern pour qu'elle nous parle de tout ce monde-là. Et puis en fait, donc on a lancé la communication et
des gens, des Versaillais en réalité, ont râlé, ont expliqué à ceux qui devaient nous recevoir que c'était scandaleux qu'on reçoive ce genre de personnes. C'est étonnant. Donc des gens qui se positionnent contre ce qu'elle explique, ou des gens qui sont ni pour ni contre, mais qui ne veulent juste pas de troubles à l'ordre public? Alors au départ, c'est vraiment des gens qui sont contre ce qu'elle dit. Ok. Voilà, qui expliquent que c'est scandaleux. LGBT, machin et compagnie. On ne sait pas trop, bien sûr. En général, les gens qui réagissent dans ce genre de cas sont totalement anonymes. D'accord. On peut imaginer des militants, quoi. Mais on peut imaginer des militants qui se faisaient passer pour des habitués du lieu qui nous recevait. Et voilà, bon, bref. Ils ont fait pression. Ils ont fait pression. Et puis en fait, dans ce mois-là, il y a eu énormément de problèmes avec Marguerite Stern. Enfin, de problèmes. Elle a eu énormément de problèmes. Des menaces de mort, des contre-manifestations. Enfin, il y a eu exactement. Et des lieux dégradés dans les endroits où elle était censée intervenir. Et donc ça, évidemment, ça a fait peur à ceux qui nous recevaient, ce que j'entends complètement. Et évidemment, pour nous, ça a été un échec très dur parce que on avait un mois devant nous. En un mois, c'était extrêmement compliqué de trouver un autre lieu. C'était un mois probablement très pris, donc on n'a pas réussi à trouver d'autres salles. Et puis voilà, donc il a fallu faire marche arrière, annuler l'événement. Il n'y a rien de pire que d'annuler un événement publiquement, enfin d'expliquer aux gens à qui on a dit venez à notre événement que finalement il est annulé. C'est un échec. Et puis même politiquement, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'en fait la censure gagne. Exactement. Et en fait, donc on s'est posé la question, parce qu'évidemment, du coup, on a passé des heures à devoir trouver une solution. J'imagine. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on le fait dans la rue? Voilà. On se met quand même, on va à Versailles et on le fait dans la rue. Et en fait, il y avait un enjeu pour le coup sécuritaire trop important pour qu'on puisse le faire dans la rue, malheureusement. Et Marguerite Stern, elle était vraiment en danger pour le coup, donc on pouvait pas se le permettre. Et puis en fait, c'est des enjeux, il y a des enjeux financiers derrière. La sécurité, ça coûte extrêmement cher. Ça a été un peu dur pour nous, surtout en début d'année, parce que c'était vraiment notre premier événement. C'était un événement qui changeait de thème. On n'avait jamais abordé cette thématique-là. On n'avait jamais abordé tout le thème du wokisme, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas tellement évoqué. Donc pour nous, c'était vraiment une rentrée, quoi. Et je me suis rendu compte que louper sa rentrée, c'est fou. C'est compliqué. Alors, évidemment, faut jamais se laisser abattre, mais c'est quand même compliqué. Oui, après vous êtes super résilient et vous avez bien réagi. Et puis j'ai envie de dire là en plus c'est des circonstances dont vous n'avez pas de responsabilité. C'est vrai que c'est incroyable d'ailleurs qu'il y ait une telle violence à son égard et que c'est créé autant de troubles à l'ordre public. C'est fou, alors qu'on se dirait il y a des thèmes qui peuvent générer beaucoup plus de réactions, mais là c'est incroyable que vous soyez venu à devoir annuler un événement. Oui, et je pense que d'ailleurs, ceux qui l'avaient organisé avant nous, je pense probablement se sont posés les mêmes questions que nous, mais ont eu des solutions à chaque fois. Mais donc ça, c'est effectivement un fait marquant. Ouais, c'est un fait marquant, mais là, c'est là où on s'est quand même rendu compte que la gauche n'a pas envie de discuter. Au pire, ils auraient pu venir à la conférence. Oui, et puis je suis sûr que vous leur auriez tendu le micro. Mais bien sûr. Et qui parlent. Mais d'ailleurs, on a souvent essayé d'inviter des personnalités de gauche, notamment politiques, qui ont pas forcément voulu venir. Il y avait Enthoven à la convention de la droite. La droite est très forte pour donner le micro justement à la gauche et pour montrer qu'on est prêt à débattre et à discuter avec tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas en face. Non, c'est-à-dire qu'à gauche, là, on est... Mais puis, je pense que là, ce qui est compliqué pour la gauche, c'est que je pense qu'ils sont conscients aussi que la droite arrive quand même à mener des combats qu'elle avait lâchés, mais qu'elle a repris, et ça leur fait peur, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils réagissent de manière aussi violente quand ils voient qu'une Marguerite Stern, elle est invitée partout, quoi. Donc... Ah oui. Et puis en plus, plus on l'a agressée et essayé de la faire taire, plus justement ça fait l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire que ça a grandi et ça a donné plus de visibilité à son combat. Ouais. Puis elle, c'est une traître chez les gauches. C'est une traître à gauche, donc c'est compliqué à accepter pour la gauche de voir une personnalité qui menait leur combat, qui était ultra militante et qui finalement accepte aujourd'hui de mener des idées qui correspondent pas du tout à ce que veut mener l'extrême gauche, quoi. Ouais, bien sûr. C'est hyper courageux en tout cas et
Et raison de plus, raison pour laquelle on est particulièrement honoré de te recevoir aussi, parce qu'il faut être quand même sacrément courageux et avoir des gens sur qui on peut compter pour réussir à surmonter ce genre d'événements qui doivent pas être du tout simples à surmonter. Bravo pour votre pugnacité parce que votre résilience. Mais bon, c'est ça aussi l'âme française, donc c'est ça. Donc c'est normal. J'ai envie de dire, il faut se battre. En fait, c'est ça. Donc c'est très bien. C'est normal. On va s'orienter vers la conclusion de cet entretien que je pourrais encore continuer des heures et des heures parce que c'est passionnant. Mais voilà, il va falloir qu'on libère un peu aussi nos auditeurs. Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais que tu me dises un peu, quel projet vous allez avoir à l'avenir, vers quoi vous vous orientez dans les thématiques, qu'est-ce qui vous fait vibrer là dans le combat qui arrive? Alors, ce qui nous fait vibrer très prochainement, c'est Notre-Dame, c'est la réouverture. Et donc on organise une grande soirée, On organise une soirée le 27 mars. Ok. Avec vraiment pour idée de voir Notre-Dame, brûler, reconstruite avec des artisans, des artistes qui ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc là, vous donnez la parole à ceux qui ont contribué à la reconstruction de Notre-Dame. Exactement. En fait, voilà, c'est des tables rondes. Donc le principe, c'est que on fait parler ceux qui ont reconstruit, et on voudrait aussi mener la réflexion à aujourd'hui. Qu'est-ce que Notre-Dame, qu'est-ce que la reconstruction de Notre-Dame de Paris a à nous apporter dans notre monde contemporain? Qu'est-ce que quelle valeur, en fait, vers quoi elle veut nous mener Notre-Dame? À la fois, ce monument, il est reconstruit et c'est incroyable. Mais du coup, comment nous, à notre tour, elle peut nous aider à nous reconstruire et à avoir confiance dans l'avenir et à être plein d'espérance. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut aboutir. C'est vraiment là-dessus qu'on veut aboutir pour la soirée. Et après, dans les mois à venir, on aimerait beaucoup faire une conférence sur le wokisme, justement, ou un entretien vidéo, pour vraiment comprendre les enjeux, parce que je pense que trop souvent, on sait ce que c'est de loin, on entend tout le temps, c'est un mot qui est vraiment... Ouais, et puis à droite, on balaie ça d'un revers de main. Voilà, comme si c'était un truc... Oui. On sait ce que c'est, mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Et en fait, je pense qu'on a besoin de savoir concrètement ce que c'est, quelles sont les idées et quels sont les enjeux pour pouvoir les combattre bien. Et solidement, quoi. Aussi, évidemment. Ouais, mais je me rappelle, il y a de ça quelques années maintenant, on parlait dans les médias le wokisme, tout le monde balayait ça d'un revers de main. Et je me rappelle Marion, donc, qui disait donc Marion Maréchal, ma sœur évidemment, mais qui disait non, détrompez-vous, ce qui se passe actuellement aux États-Unis va arriver en France dans les années à venir, et on y est maintenant. Toute la propagande LGBTQXYZ et tous tous les projets de loi à l'égard des enfants pour leur apprendre la transition, pour leur apprendre l'homosexualité, etc. Il y a des vrais projets. D'ailleurs, maintenant le syndicat de la famille est très à la pointe de ces combats-là, justement. Il mériterait aussi d'avoir plus de visibilité. On a reçu Ludovine de la Recherche pour en parler, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, c'est un vrai grave sujet pour notre civilisation parce que elle infuse partout. Elle infuse partout et de toute façon, on a besoin de connaître nos ennemis pour les combattre. Exactement. Sinon, on est à côté de la plaque, quoi. Tout à fait. Et donc ça, c'est pour les combats mise à l'honneur, évidemment, de Notre-Dame. Ça, c'est donc le 27 mars. Ouais. Prenez vos places pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Je ne sais pas si la billetterie est disponible. Non, la billetterie n'est pas encore ouverte. Elle ouvre la semaine prochaine. Bon, de toute façon, vous devez suivre les éveilleurs pour savoir quels événements vont avoir lieu. Il y a effectivement ce projet donc de compréhension du mouvement woke. Cosmopolite en réalité, pour pas le nommer ainsi. Et puis je crois aussi qu'il y a des projets positifs qui peuvent arriver. On va pas trop en dire, mais c'est l'occasion justement de vous rappeler de suivre les éveilleurs, de suivre également l'actualité d'épopée sur les réseaux sociaux. Mais il y a un événement extrêmement positif qui est en train de se mettre en place. On vous en dit pas plus, mais abonnez-vous bien à nos différents comptes. Parce que je pense qu'on n'a jamais vu ça à droite. Écoute, merci. Je vais juste te poser une petite dernière question pour pouvoir s'orienter vers la suite. Quelle grande espérance tu as pour la France dans les années à venir?
Et pour le combat national, je dirais. Alors, la plus grande espérance, ce serait l'union des droites. Pour évidemment faire gagner nos idées. Ok. Parce que évidemment qu'on sait très bien que quand on a le pouvoir, c'est quand même plus facile de construire quelque chose. Le combat, il est maintenant, on doit se former, mais voilà, il faut maintenant arriver au pouvoir, c'est certain, et après défendre nos idées avec courage quand on l'aura. Excellent, génial. Alors pour la jeunesse qui s'engage, je pense qu'on en a parlé tout au long de l'entretien, donc on va pas y revenir, mais voilà, un dernier mot pour le coup pour les spectateurs qui nous découvrent, enfin qui découvrent l'action des éveilleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que le combat n'est pas perdu et que il y a rien de pire que d'être des à quoi bon, comme dirait Gustave Thibon. Et que voilà, il faut avoir le courage de se réveiller le matin en se disant quelle est la pierre que je vais mettre à l'édifice. Qu'est-ce que j'ai à apporter à ma place, sans forcément faire des choses extraordinaires, mais se dire que un jour on va regarder derrière nous et on regardera ce qu'on a fait et se dire je veux être fier de ce que j'ai fait pour les autres, pour ma famille, pour mon pays et pour ma vie éternelle, essentiellement. Magnifique. Merci beaucoup, Camille, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toi de m'avoir invité. À très bientôt.